Ravi de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur RTI 1. Présent à Bruxelles, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, multiplie les audiences. Il a rencontré ce mercredi plusieurs personnalités européennes de haut rang. Des questions économiques et sécuritaires ont meublé les échanges. De son côté, le chef du gouvernement a inauguré ce mercredi une usine de ciment située au PK24, une cérémonie au cours de laquelle Patrick Hachi a assuré que l'État ne ménagera aucun effort pour engager des réformes visant à favoriser le développement d'un secteur privé fort et dynamique. Et puis les préparatifs de la 15e session de la conférence des partis COP15 vont bon train. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, a reçu une délégation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Les échanges ont porté essentiellement sur le site devant abriter l'événement, sur le protocole Covid-19 et du plan de sécurité. Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. Alassane Ouattara a échangé ce mercredi avec le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Georges Rebelo Pinto. Échange également avec Philippe Van de Vivar, le président directeur général de Sea Invest, un opérateur international de terminaux pour le vrac sec, les fruits et denrées alimentaires. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment des questions de paix, de sécurité, mais aussi d'économie. Le commentaire de Jérôme Kofi Aboula. Son nom, Georges Rebelo Pinto. Il est le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Georges Rebelo Pinto a été reçu ce mercredi 16 février 2022 à Bruxelles par le président de la République, Alassane Ouattara, en marge du sommet Union européenne-Union africaine. Les sujets évoqués portent pour l'essentiel sur les questions économiques et sécuritaires dans la sous-région ouest africaine. On a échangé sur les questions économiques d'une manière générale et puis celle de la Côte d'Ivoire. Et je crois que ça nous a fait énormément plaisir, honneur d'entendre un peu son Excellence Monsieur le Président sur les perspectives de paix dans la région. Et je crois que la volonté qu'il a pour que la région puisse évoluer pour le mieux, je crois que c'est cela qui nous anime également. Donc ça a été une rencontre très importante, ça nous encourage aussi ici pour notre travail, pour l'avenir. Je crois que ça a été très bien. À l'instar du secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le président Alassane Ouattara a aussi échangé avec le président directeur général de Sea Invest. Les investissements ainsi que les projets de Sea Invest en Côte d'Ivoire ont été au centre de l'entretien. De tous nos projets que nous avons réalisés, mais aussi des projets en cours. Donc nous avons fait beaucoup d'investissements. Nous sommes entre autres actifs au terminal vraquier d'Abidjan, où beaucoup d'investissements ont été réalisés et des nouveaux qui sont en cours. Nous avons investi jusqu'à ce jour environ 300 millions d'euros. Donc nous sommes en pleine activité et je crois que le président est satisfait de nos déploiements, de nos investissements. Opérateur international de terminaux, Sea Invest a plusieurs cordes à son arc, à savoir le vrac sec, les fruits et denrées alimentaires, ainsi que les marchandises conventionnelles, pour ne citer que ces éléments. Le premier des Ivoiriens a aussi participé à un déjeuner-débat avec la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le chef de l'État a mis en exergue les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Il a aussi encouragé les entreprises belges et luxembourgeoises à investir directement dans les secteurs d'activité prioritaires de l'économie ivoirienne. On retrouve encore une fois le récit de Jérôme Kofi Aboula. Les opérateurs économiques de la Belgique et du Luxembourg pour la revitalisation des relations économiques, culturelles et sociales avec la Côte d'Ivoire. Volonté exprimée à l'occasion d'un déjeuner-débat auquel le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce mercredi à Bruxelles. Déjeuner-débat organisé par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise. Pour le président de cette chambre, la Côte d'Ivoire, la Belgique et le Luxembourg
doivent tout mettre en œuvre pour un partenariat gagnant-gagnant. De très nombreuses sociétés belges sont actives dans votre pays et la tendance est à l'augmentation. La Belgique est bien présente dans les secteurs portuaires, construction, chocolatier, hydraulique, infrastructure, agroalimentaire, aérien, logistique, services et plein d'autres. Il en va de même pour le Luxembourg, qui vient d'inaugurer son consulat honoraire à Abidjan. Nos deux pays sont d'ailleurs unis dans le cadre de la Chambre de commerce CBLACP, que je remercie pour la belle initiative d'aujourd'hui et pour son engagement en faveur des échanges belgo-ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, à ce rendez-vous, a encouragé les entreprises belges et luxembourgeoises à s'investir directement dans des secteurs d'activité prioritaires de l'économie ivoirienne. Mon pays offre de nombreuses opportunités d'investissement en raison de nombreux avantages qu'offre le Code des investissements adopté en 2018 et des réformes mises en œuvre en vue du renforcement du cadre institutionnel et réglementaire relatif aux activités des PME, de l'environnement des affaires, avec la création de juridictions de commerce spécialisées. Ceux qui investissent en Côte d'Ivoire le savent que nous avons une justice indépendante, notamment dans le traitement des affaires, et que nous sommes confiants que cela procure beaucoup de sérénité aux investisseurs par rapport au passé. À noter que ce déjeuner-débat s'est tenu 24 heures avant l'ouverture du sommet Union européenne-Union africaine, prévu les 17 et 18 février 2022 dans la capitale belge. On reste à Bruxelles avec la première dame qui déploie aussi son agenda. Madame Dominique Ouattara a été reçue par la reine Mathilde ce mercredi. C'était au Palais Royal. Les deux personnalités ont évoqué leur centre d'intérêt, à savoir la protection et le respect des droits de l'enfant. C'est un commentaire de Mahama Traoré. Seulement 24 heures après le président Alassane Ouattara, c'est la première dame Dominique Ouattara qui est l'hôte de marque du Palais Royal de Bruxelles. Elle répond à l'invitation de la reine Mathilde de Belgique, une rencontre cordiale, immortalisée par une photo officielle, séquence après laquelle les deux personnalités se retirent pour un entretien sur des questions d'intérêt commun, dont la substance sera livrée à l'issue de l'entretien par la première dame Dominique Ouattara. On a eu un entretien extrêmement agréable. La reine Mathilde, que j'avais déjà rencontrée l'année dernière, nous avons eu beaucoup de plaisir à nous revoir. Nous avons parlé de nos points d'intérêt, nos centres d'intérêt respectifs, et nous avons vu que nous avons beaucoup de points communs, à savoir la protection des enfants, le droit des enfants. Nous avons également parlé beaucoup de l'hôpital, mère-enfant de Bingerville, et également nous avons parlé de la lutte contre le travail des enfants. Dans le prolongement de cette rencontre, l'agenda de la première dame Dominique Ouattara prévoit une visite de l'hôpital de la Reine Fabiola, un hôpital universitaire destiné à la médecine des enfants. Et la première dame de Côte d'Ivoire qui ne relâche pas ses efforts dans la lutte contre le travail des enfants. À Bruxelles, elle a présenté la mise en œuvre de ces 3 plans d'action nationaux pour s'attaquer aux causes profondes du phénomène, notamment le manque d'infrastructures scolaires, les difficultés d'accès des populations rurales aux services sociaux de base, à la protection sociale et le faible revenu des producteurs. Le dernier plan d'action couvre la période 2019-2023 avec un budget de plus de 116 millions d'euros, soit environ 76 milliards de francs CFA. Dominique Ouattara a indiqué que la mise en œuvre de ces plans d'action s'est faite à travers diverses actions au niveau de la prévention, la protection des enfants, la poursuite et la répression des trafiquants et enfin la coordination et le suivi, évaluation. Retour à Abidjan avec le Premier ministre qui était ce matin sur le chantier de la zone industrielle de PK24. Patrick Hachi a procédé à l'inauguration de la 2e usine de cimenterie de Côte d'Ivoire. Première du genre à capitaux 100% ivoiriens, l'usine va générer 1500 emplois directs et contribuer aux grands chantiers engagés partout dans tout le pays. On regarde le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est en pleine construction.
Infrastructures routières, industrielles, logements, autant de grands chantiers qui nécessitent un entrant de premier choix, le ciment. Le ciment est l'un des matériaux les plus centraux de nos activités dans le secteur de la construction. C'est des possibilités d'investissement, c'est des possibilités de production, de logements encore plus grandes. Mieux, le secteur se veut pourvoyeur d'emplois. Ce mercredi, le Premier ministre Patrick Achi a inauguré la 2e usine de la Société de cimenterie de Côte d'Ivoire. Elle veut renforcer sa capacité de production. Pour Konedo Songui, président du groupe Atlantique, ce sont les politiques mises en œuvre par le président Alassane Ouattara qui font la force du secteur. Le président Alassane Ouattara est une formidable aubaine. Tant son programme de construction d'infrastructures s'avère être une formidable locomotive pour l'ensemble du secteur des travaux publics et du bâtiment. Monsieur le Président, merci d'être ce président visionnaire dont les actes permettent à notre secteur de connaître l'élan qu'il vit depuis quelque temps. L'occasion pour le président du groupe d'inviter les investisseurs ivoiriens à aller plus loin. Le temps est venu pour les Ivoiriens, pour les investisseurs ivoiriens, d'ajouter une corde à leur arc. Nous avons pensé que la part décisive que peut prendre l'industrie dans le développement du pays est telle que les investisseurs ivoiriens ne peuvent pas manquer à cet appel. Première cimenterie à capitaux 100% ivoiriens, la SSCI va créer plus de 3000 emplois et contribuer à une bonne exécution des grands travaux engagés dans le pays, conformément à la volonté du gouvernement pour le secteur privé. Plus que jamais, le président de la République encourage et le gouvernement accompagnera dans le cadre du programme des champions nationaux tous les Ivoiriens qui emprunteront ce chemin. Dans la même veine, nous encouragerons toutes les entreprises dans le pays qui accroîtront le revenu local de leur activité et associeront des acteurs nationaux compétents dans leur aventure dans une logique gagnant-gagnant. Mes chers frères, tout cela n'est possible aujourd'hui et ne pourra se poursuivre demain que si notre pays continue de maintenir cet écosystème exceptionnel de sécurité, de paix, de stabilité et donc de confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a réussi à créer depuis maintenant plus d'une décennie et qui a permis de réaliser ces succès reconnus par tous et que nous devons tous contribuer à maintenir pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations futures. Patrick Achi n'a pas manqué de rendre hommage à l'ancien ministre Konedo Songui. Vous inspirez non seulement les hommes, les jeunes, ceux du secteur privé, mais je voudrais surtout que vous puissiez nous inspirer, nous, acteurs politiques, pour dire qu'après la vie politique, il y a une vie possible, et certainement meilleure. Du haut de sa tribune, le Premier ministre lance un appel à l'audace du secteur privé ivoirien. C'est une décennie d'aventures économiques et industrielles extraordinaires qui s'ouvrent en face de nous. Une nation qui grandit et accélère, une jeunesse qui veut créer et entreprendre. Une terre de progrès et de prospérité qui se bâtit à soif de partenaires, de talents, de confiance, pour viser toujours plus haut, plus loin et plus vite. La Côte d'Ivoire compte à ce jour une douzaine de cimenteries pour une capacité de production de près de 16 millions de tonnes. Et sur un tout autre plan, le dialogue politique se poursuit ce mercredi. La société civile s'est retrouvée autour du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Wagondo Diomandé a abordé des questions de fond, le tout dans une ambiance conviviale. Les ministres Kwadio Konan-Bertin, Paulin Claude Danho et Félix Anoblé ont également pris part aux échanges. Je vous disais en ouverture de cette édition, une mission de l'ONU est à Abidjan pour parler de la tenue de la COP15, la conférence des parties sur la désertification et la sécheresse. Elle est venue s'imprégner de l'état d'avancement des préparatifs de l'événement qui se tiendra sur les bords de la lagune Ébrié. Elle a été reçue par le ministre Jean-Luc Assis, c'est ce que nous rapporte Grace Kando. Abidjan, destination de la COP15. 5000 participants attendus en provenance de 197 pays, ce dans le cadre de la 15e conférence des parties sur la désertification et la sécheresse.
Pour évaluer le niveau des préparatifs, une délégation de l'ONU est dans la capitale économique. Nous avons fait des progrès extrêmement importants avec les partenaires au niveau du ministère de l'Environnement, mais également les autres ministères concernés. Nous sommes là pour peaufiner les tout derniers détails de la mise en œuvre du plan logistique et organisationnel de la conférence. Nous sommes extrêmement satisfaits. Monsieur le ministre a été en mesure de nous rassurer sur tous les points que nous avions soulevés. Selon le ministre Jean-Luc Assy, le gouvernement met tout en œuvre pour la réussite de l'événement. Le protocole Covid, le plan de sécurité, etc. Nous avons parcouru tous ces aspects et nous allons adresser toutes ces questions donc, au comité d'organisation qui va prendre toutes les dispositions pour qu'on puisse régler les préoccupations qui ont été mises par la mission des Nations Unies. Et les choses sont tellement bien avancées que nous pensons que nous serons prêts. La 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse aura lieu du 9 au 20 mai prochain à Abidjan. Le ministre de l'Économie et des Finances a dressé le bilan 2021 de son département. Adama Coulibaly s'est aussi penché sur les perspectives de l'année 2022 qui vient de commencer. L'activité a enregistré la participation de gestionnaires de crédit ainsi que des acteurs clés du processus de la dépense publique. C'est un reportage de Jean-Luc Bangbo. Faire le bilan de l'exécution budgétaire 2021 et prendre les dispositions pour une meilleure gestion 2022. L'objectif de la rentrée budgétaire du ministère de l'Économie et des Finances était bien affiché. En 2020, nous étions donc à 74%. C'était donc la première année du budget programme. Nous sommes à 84,9%. Le taux, il est certes satisfaisant, mais nous pouvons faire mieux. Il était donc bon que nous nous retrouvons, que nous regardons ce qui a marché en 2021, que nous regardons ce qui n'a pas marché et que nous puissions donc améliorer. Il y a certainement eu des points forts en 2021. Il y a eu des points faibles. Nous cherchons donc à conserver les points forts et à améliorer les points faibles qui ont été constatés dans le cadre de la gestion 2021. Tout en s'inscrivant dans la dynamique de consolidation des bases de la croissance économique du pays, l'exécution du budget 2022 se fera dans un contexte de poursuite du budget programme avec en vue l'atteinte des objectifs de résultats fixés lors de la budgétisation. La quête perpétuelle de la performance et de la redevabilité dans laquelle s'inscrit le gouvernement en matière de gestion des finances publiques implique un alignement de toutes les structures publiques. Fort de cela, le ministère de l'Économie et des Finances, acteur clé de la mise en œuvre du schéma directeur de la réforme des finances publiques, a une obligation de résultat et d'exemplarité dans l'exécution de son budget qui doit refléter tous les indicateurs de bonne gestion. De façon spécifique, cette rentrée budgétaire aura consisté notamment à vulgariser les difficultés rencontrées par les gestionnaires des crédits, tout en les sensibilisant aux mesures édictées pour une exécution optimale du budget. On parle également de bilan au ministère des PME, de l'artisanat et du secteur informel. Au cours d'une cérémonie de présentation de vœux, le ministre Félix Anoblé s'est aussi penché sur les perspectives de l'an 2022. Une rencontre suivie par Espérance Diakale. En vue de remédier plus efficacement aux difficultés structurelles et financières que rencontrent les PME, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement, dont la récente signature d'une convention cadre entre le ministère des PME et le Fonds de solidarité africain FSA, estimé à 60 milliards de francs CFA. Un fonds qui vient combler le déficit financier des PME afin de les rendre plus compétitives sur le marché. Notre action doit être axée sur la poursuite de manière efficace de la promotion des PME et des entreprises artisanales en vue de leur permettre de jouer pleinement le rôle de moteur de croissance et de vecteur de développement. Pour sa première sortie officielle de l'année 2022, le ministre Félix Miezan Anoblé a rappelé à toute son équipe l'un des engagements forts qui est de faire du secteur des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel un levier important dans la création des richesses et d'emplois décents et durables. Si chacun de nous s'approprie ces valeurs, nous pourrions atteindre nos objectifs consignés dans les différents programmes nationaux de développement et la stratégie Côte d'Ivoire 2030 qui se résume à la transformation de manière améliorative de l'écosystème des PME et de l'artisanat
mais également à la migration des acteurs de ces secteurs vers la formalisation. Comme action à mener pour les prochains mois, il est prévu la réalisation d'un vaste programme d'acquisition, d'aménagement et de réhabilitation des sites dédiés à l'artisanat d'un coût global de 80 milliards de francs CFA. Le reportage d'Espérance Diakale était commenté par Jean-Louis Mongbo. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 16 février 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 2104 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. À la date du 16 février, la Côte d'Ivoire compte donc 81 253 cas confirmés, dont 79 060 personnes guéries, 791 décès et 1402 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 389 424. Le 15 février, 102 183 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 9 497 626 doses du 1er mars 2021 au 15 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. La campagne de vaccination justement contre la Covid-19 rencontre l'adhésion des populations. En passe, les autorités tablent sur 16 millions de doses administrées d'ici le 30 juin 2022. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministère de la Santé. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par Eugène Atobé. Consolider les acquis et aller toujours plus loin. C'est ainsi que l'on peut résumer le parcours vaccinal contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est engagé dans une dynamique de progression pour opérer un bond quantitatif en cette année 2022. Notre pays s'est fixé un nouvel objectif, celui d'enregistrer de façon cumulée 16 millions de doses administrées d'ici le 30 juin 2022. À ce jour, nous avons administré sur l'ensemble du territoire 9 896 467 doses de vaccins. Nous lançons un appel aux populations, surtout à celles qui ont déjà reçu leur première dose, de venir dans les sites de vaccination pour recevoir leur deuxième dose ou pour être situés sur la période de disponibilité du vaccin qu'ils doivent recevoir. La campagne de vaccination menée du 2 au 16 février de cette année dans tous les districts et régions de Côte d'Ivoire est un indicateur de cette dynamique, car ce sont à ce jour 9 896 467 doses de vaccins administrées aux populations grâce à une stratégie au cœur de laquelle un accent particulier a été mis sur la sensibilisation de proximité, l'implication des communautés à divers niveaux socio-professionnels et toutes les parties prenantes dans la lutte contre la Covid-19. C'est l'occasion de mobiliser encore les personnes atteintes de comorbidité à se faire vacciner, ainsi que leur entourage. Ces personnes sont très exposées et par conséquent des personnes à risque. Malgré la vaccination, les mesures barrières demeurent toujours indispensables et sont efficaces pour lutter contre cette pandémie. Le pourcentage des personnes complètement vaccinées, en effet, est passé de 14% en fin d'année 2021 à 24% à ce jour, soit un gain de 10 points. Le ministère de la Santé ne le cache pas, beaucoup d'efforts restent à faire pour l'atteinte de l'objectif de 70%, lequel permet d'obtenir l'immunité collective et rompre la chaîne de contamination. Santé, toujours dans la commune d'Abobo, une ONG vient de lancer une opération de chirurgie gratuite pour 600 cas de cataracte. Plusieurs malades vont en profiter à l'hôpital Félix Houphouët-Boigny de la commune. Une opération qui sera également conduite dans la commune de Yopougon. Le lancement s'est déroulé en présence de plusieurs responsables du ministère de la Santé. Théodore Zouzou, Godefroy, au Kambawa. Hôpital général Houphouët-Boigny d'Abobo, à Mani, habitant de la commune de Koumassi, vient dans l'espoir d'avoir une solution aux troubles de sa vision.
Je suis allé à Yamoussoukro, on me dit de déboucher une somme de 200 000 pour pouvoir me faire opérer. J'ai entendu qu'il y a une opération gratuite au CHU d'Abobo. C'est là que je suis venu. Comme à Mani, ils sont nombreux, ceux qui veulent se faire traiter de cette pathologie conduisant à la cécité. Cependant, tous ne peuvent pas passer à la chirurgie. Lorsqu'on annonce la gratuité, tout le monde vient quand même voir. Il y a des gens qui n'ont pas de cataracte, mais ils ont envie qu'on leur dise quelque chose. Donc il faut les examiner d'abord. Et si ce n'est pas la cataracte, les rassurer et puis les réorienter par rapport à leur pathologie. Le sparadrap qu'on met, c'est pour indiquer l'œil qui doit être opéré. Les patients atteints de la cataracte opérés témoignent de la gratuité de la prise en charge. Je suis venu ce matin. Dieu merci, j'ai eu les opérations. On ne paye pas. C'est gratuit. Cette action humanitaire s'inscrit dans le cadre de la campagne gratuite de chirurgie des cas de cataracte, une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU. Exécutée par le Programme national de santé oculaire, elle bénéficie de l'appui technique et financier d'une ONG, Kata Charity. Cette campagne de promotion de la santé oculaire, qui commence ici à Abobo, vise à donner la vue à 600 personnes gratuitement. En Côte d'Ivoire, ce problème est tellement énorme que nous sommes pratiquement à près de 500 000 personnes qui, à ce jour-là, sont déjà atteintes d'une cécité liée à la cataracte. Et si on ne fait rien, chaque année, c'est 50 000 nouvelles personnes qui s'ajoutent à ce nombre. Et en allant avec cette courbe-là, nous allons aboutir à une population totalement aveugle. Ce qui ne peut pas permettre d'atteindre les objectifs d'émergence que prône donc le gouvernement. Ce que la population doit faire, c'est de se déplacer pour venir se faire consulter, pour que cette pathologie-là, nous puissions diminuer au fur et à mesure que nous faisons cette campagne. Cette campagne lancée ce dimanche 13 février à Abobo prend fin le 28 février prochain. Plusieurs commerces dans la ville de Mans sont partis en fumée ce matin. Le sinistre a fait d'importants dégâts matériels et l'on déplore de nombreuses pertes en vie humaine. Et selon des témoins, c'est un camion transportant du gaz qui est à la base de l'incendie. Le témoignage de Gervais Kouassi est commenté par Didier Nguessan. Gare routière de Mans, ce matin, un incendie consume cette pâtisserie et une autre boulangerie annexe. Selon un témoin des faits, une mauvaise manœuvre lors de la livraison d'une bonbonne de gaz à la boulangerie a entraîné la chute de celle-ci et son explosion. Toujours selon son témoignage, un client de la boulangerie, deux caissiers et lui-même ont juste eu le temps de se mettre à l'abri avant le drame. Les autres personnes présentes ont été prises au piège par les flammes. Les sapeurs-pompiers arrivés sur le lieu ont pu maîtriser l'incendie. Ils dénombrent malheureusement 7 victimes décédées et plusieurs dégâts matériels. Je voudrais vraiment les féliciter toutes les autorités, vraiment exprimer ma compassion à l'endroit des victimes. C'est le deuxième accident de gaz en une semaine après celui de Grand Bassam. On parle maintenant du Lodjoukro Festival qui est cette année à sa 4e édition. Les festivités ont démarré le 14 février dernier et vont durer au moins 5 jours. Cette année, la célébration a mis un accent particulier sur les valeurs culturelles du peuple Adjoukro à travers sa gouvernance traditionnelle. Plus de détails avec Didier Nguessan. En pays Adjoukro, la gouvernance est régie sous forme de classe d'âge entre 1 et 110 ans. Tous les 8 ans, un glissement catégoriel se fait pour le renouvellement des classes d'âge. Une telle organisation culturelle mérite d'être connue, d'où le Lodjoukro Festival, dont la 4e édition se tiendra du 14 au 19 février 2022 à Dabou. Cette année, nous avons choisi de prendre le thème de l'Ebeb. Et l'Ebeb, c'est l'une des plus grandes fêtes qui joue sur la gouvernance du peuple Leboutou. Donc aujourd'hui, nous voulons, à l'occasion de ce festival, montrer aux yeux du monde que le Leboutou est une région démocratique et qui sait ce qu'on appelle la gouvernance. Jean-Albert Agré a animé la conférence inaugurale déclinant les classes d'âge en pays Adjoukro et leur pouvoir, de l'apprentissage des us et coutumes au juge de la conformité en passant par le ministère de la Parole. Cette organisation dénommée EBEB a également été mise en avant
par René Djemel Dibi, président régional de la Chambre des rois et chef traditionnel. 1 million de festivaliers sont attendus cette année. Et cette lucarne sur l'actualité internationale, le Burkina Faso a un nouveau président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi par le Conseil constitutionnel au Mali et la France annonce le retrait de ses troupes de l'ensemble du territoire. La suite de l'actualité internationale en bref, c'est avec Alec Lavry et Éric Goré. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel après avoir pris le pouvoir par un coup d'État. Il est le président de la transition jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Sous pression de Bamako, Paris et ses partenaires européens s'apprêtent à annoncer leur retrait du Mali. Ce départ se fera tout en préparant les contours du futur dispositif militaire régional français. Dans le même temps, les groupes djihadistes conservent leur pouvoir de nuisance au Sahel et menacent les pays du Golfe de Guinée. 18 personnes ont perdu la vie, selon le dernier bilan officiel, à la suite des pluies diluviennes entraînant glissement de terrain et inondations dans la ville touristique de Petrópoli, près de Rio de Janeiro. En moins de 6 heures, il a plu l'équivalent des précipitations de tout le mois de février. Ainsi se referme cette édition d'information réalisée par Mariette Alamba et préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Bonsoir à tous et que la paix soit avec vous.